Ma demi-sœur a volé toutes les photos de ma défunte mère et les a encadrées comme sa propre histoire familiale. Ma demi-sœur a volé toutes les photos de ma défunte mère et les a encadrées comme sa propre histoire familiale. Puis a brûlé les négatifs pour que je ne puisse jamais le prouver. Elle pense vraiment qu'il ne me reste plus rien à montrer. La carte de présentation était au format A5. Posée contre une pile de pichets en émail au bout d'une allée, et je me tenais devant. Tenant un panier métallique avec une ampoule dedans. Les mains de ma mère. Ses mains, au bord d'une planche à pain. Avec son alliance au doigt et la cicatrice de brûlure à la base du pouce gauche. Qu'elle s'était faite en 1989 avec une friteuse. L'image était agrandie à environ 30 cm de large, recadrée en carré. Imprimée dans une teinte douce et chaude qui n'était pas la sienne. Avec en dessous un slogan sur le patrimoine, dans le coin inférieur. Une mention en police de 9 points, des archives de la famille de la marque. J'ai posé le panier par terre. Je n'ai pas décidé de le faire. Il était dans ma main, et puis il s'est retrouvé par terre. Une jeune fille en tablier vert m'a demandé si tout allait bien, et j'ai dit oui. Elle est partie, et je suis resté là, dans un magasin d'articles ménagers un samedi après-midi. À lire 4 mots une centaine de fois. Ma mère s'appelait Marisol Enright, et elle était photographe. Elle est morte quand j'avais 14 ans. Elle n'était pas célèbre. Elle faisait des mariages, des photos scolaires, et a travaillé environ 11 ans en freelance pour un magazine agricole régional. Et durant l'été 1994, elle a passé 3 mois à photographier la ferme où sa propre mère avait grandi avant qu'elle ne soit vendue. Parce que, disait-elle, quelqu'un devait le faire. 14 pellicules. C'est ce qu'elle a pris cet été-là. La cuisine de la ferme, la fenêtre au-dessus de l'évier à 4 moments différents de la journée. Les mains de sa mère et ses propres mains, un chien, du pain, la cour, et la pluie. Elle a tiré un jeu d'épreuves pour elle et un pour ma grand-mère. A rangé les négatifs dans une boîte, et 11 ans plus tard, elle était morte. Et la boîte a fini au grenier avec tout le reste. Je m'appelle Odal, j'ai 40 ans, et je suis technicienne de laboratoire dans un lycée. Un métier que j'aime bien et sur lequel personne ne m'a jamais posé une deuxième question. Je n'ai presque aucun souvenir de ma mère qui ne soit pas une photographie. Je veux bien expliquer cela, parce que c'est la raison pour laquelle tout ceci est arrivé. Et c'est pourquoi je ne me suis pas battu plus tôt. J'avais 14 ans. Ce que j'ai, c'est le son de son rire, mes mal, un gilet particulier, le souvenir d'elle. Agacée contre moi sur un parking à propos de quelque chose. C'est tout. C'est la totalité, sans aide. Tout le reste que j'ai d'elle, je l'ai parce que c'était une personne qui photographiait les choses. Et parce que pendant environ 20 ans, je pouvais monter au grenier, prendre une boîte. Et regarder ses mains sur une planche à pain. Mon père s'est remarié en 2001, quand j'avais 17 ans. Avec une femme nommée Elsa qui avait une fille appelée Solveig. Siv avait 14 ans, et elle est entrée dans cette maison de biais, comme le font les adolescents. Et je veux être honnête, elle n'a été bien traitée par personne, y compris par moi. J'avais 17 ans, j'étais sur le point de partir, j'avais une mère décédée. Et je n'avais absolument rien à offrir à une fille de 14 ans qui venait d'emménager dans une maison remplie des photographies de quelqu'un d'autre. Personne n'a été cruel avec elle. Ce serait plus simple. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a vécu pendant 4 ans dans une famille qui avait déjà sa propre forme. Et elle se tenait à côté, et tout le monde était parfaitement gentil, et à Noël. Il y avait 11 photographies dans les escaliers, et elle n'était que sur l'une d'entre elles. Elle regardait souvent ces photos. Je m'en souviens maintenant, et je n'y ai pas pensé une seule fois à l'époque. Mon père est mort il y a 4 ans. La maison devait être vidée en environ 6 semaines, comme cela se passe. Et je travaillais et vivais à 90 minutes de là. Tandis que Siv habitait à 11 minutes et avait le temps. Elle a dit : « Mets tout ce qui appartenait à ta mère dans mon grenier et tu trieras quand tu seras prête. » C'est une phrase gentille. C'est une phrase sincèrement, irréprochablement gentille, et j'ai dit « merci ». Et je le pensais. Et je suis retourné au travail et j'ai appris à des élèves de 11 ans comment utiliser un bec.
Vincent. 4 boîtes sont allées dans son grenier. 2 d'entre elles contenaient le matériel de 1994, les tirages, les planches contact et les négatives dans leur pochette en glacine. Dans une boîte à chaussures avec « Maram 94 » écrit sur le couvercle de la main de ma mère. J'ai demandé à les récupérer la première fois environ 8 mois plus tard. Elle a dit que le grenier était un cauchemar et qu'elle s'en occuperait. J'ai redemandé au printemps, puis à l'automne, et à un baptême, et par SMS 2 fois en un an. Les 2 fois avec un smiley à la fin parce que je ne voulais pas être difficile. 11 fois en 3 ans. Je les ai comptés après dans mes messages parce que je voulais savoir si j'avais été déraisonnable. 11 fois, et chaque fois la réponse était chaleureuse, et chaque fois la réponse était non. Et chaque fois j'ai laissé tomber. Parce que l'alternative était de me disputer à propos de boîtes avec la seule personne de cette famille à qui je parlais encore. Et parce que j'ai 40 ans et que je n'ai jamais de ma vie été capable de demander quelque chose 2 fois de suite. Je veux décrire ce qu'il y avait réellement dans ces 2 boîtes. Parce que le mot « photographie » est trop vague. Boîte 1, 11 boîtes de tirage 10x15, 2 jeux dans les pochettes en papier du laboratoire. 4 planches contact, un carnet à spirale de ma mère avec des notes d'exposition dedans. Ce qui est le seul exemple soutenu de son écriture que j'ai jamais eu. 3 pages de « F8 janvier 1960 cuisine nuage », puis, en bas d'une page, et sans raison. Une liste de courses. Boîte 2, la boîte à chaussures. Maram 94, sur le couvercle, au marqueur. 14 bandes de scie négatifs en pochette de glacine, en ordre. Avec un bout de ruban adhésif bleu sur la pochette de la pellicule 9 parce que la 9 était la bonne. Et en dessous. Une enveloppe brune de tirage 28x25 qu'elle avait fait elle-même dans une salle de bain en 1994. Qui sont les seuls objets au monde entier que ma mère a physiquement fabriqués de ses mains du début à la fin. C'est ça qui a grimpé une échelle pour aller dans un grenier à 11 minutes de chez moi. Parce que je travaillais, que j'étais en deuil, et que quelqu'un de gentil m'avait offert son aide. La marque s'appelle Maram & Fold, et elle n'est pas énorme, ce qui explique, je pense, pourquoi il m'a fallu 4 ans pour l'avoir. Intérieur et articles pour la maison, émail, lin, planches en bois, tout ce genre de choses. 2 revendeurs, une boutique en ligne. Et environ 90 000 personnes qui suivent un compte qui poste des photos d'une cuisine de ferme avec une fenêtre au-dessus de l'évier. Son texte dit « 4 générations ». Il dit « la maison où ma famille a grandi ». Il dit, dans une publication que j'ai lue assez de fois pour la réciter. Ses mains m'ont tout appris. Ce sont les mains de ma grand-mère. Solvay n'a jamais rencontré ma grand-mère. Ma grand-mère est morte en 1997, 4 ans avant que Siv n'entre dans cette maison. Je veux être précise sur la nature exacte du crime ici, parce que pendant environ 3 semaines, je me suis moi-même trompé et j'ai failli tout gâcher. Le vol n'est pas sentimental. Il a l'air sentimental. Tous ceux à qui j'en ai parlé ont supposé que c'était sentimental et ils disaient des choses comme « C'est horrible. Ce sont tes souvenirs. » Et ils étaient gentils, mais ils passaient complètement à côté. Le vol est commercial. C'est une marque construite sur l'authenticité. Sur l'affirmation qu'une famille spécifique a une histoire spécifique dans un bâtiment spécifique. Et les images sont la preuve de cette affirmation. Ce ne sont pas des décorations. Elles sont le produit, et elle les avait cédées sous licence 2 fois. 2 détaillants, selon des termes non exclusifs pour une utilisation imprimée. Et les accords de licence garantissent que le concédant de licence possède ou contrôle les droits d'auteur. C'est la chose qu'elle a signée 2 fois. Je suis allé chez elle un mardi de novembre, non pour accuser. Je veux être honnête, même à ce moment-là, sur son seuil, mon plan était d'être raisonnable. De dire que j'avais vu la carte, que c'était un peu exagéré. Et de demander si je pouvais s'il vous plaît simplement avoir les boîtes. Elle m'a fait un café. Elle était heureuse de me voir, je pense, d'une manière compliquée. Et quand je l'ai dit, elle n'a pas scié. Elle a dit, oh. Oh dalle. Ces choses ont été détruites. Le grenier a été inondé. Le feutre a cédé lors de cette tempête avant Noël.
J'ai tout mis dans le jardin et ce n'était plus que de la bouillie. Je suis tellement désolé. J'aurais dû te le dire. J'ai dit, quelle tempête? Et elle a dit, celle avant Noël. Puis, comme je ne disais rien. Je ne te l'ai pas dit parce que je savais que tu serais bouleversé. 2 choses à ce sujet. La première est que c'était complètement fluide. Il n'y a eu ni pause, ni réflexion, ni hésitation. Ce n'est pas comme ça que quelqu'un vous parle d'une inondation. C'est comme ça que quelqu'un vous dit quelque chose qu'il s'est déjà dit dans sa tête un certain nombre de fois. La seconde est que j'avais été dans ce grenier en 2022 pour y chercher une valise avec elle. Et c'est un grenier avec un plancher, une véritable échelle et de la lumière. Et il est sec comme un os et l'a toujours été. Je n'ai dit aucune de ces 2 choses. J'ai dit, oh non. Et j'ai bu le café, et je suis parti. Je suis resté assise dans la voiture devant sa maison pendant environ 20 minutes après. Et je ne me suis jamais entièrement pardonné ces 20 minutes non plus. À cause de ce que j'ai passé mon temps à faire. Je les ai passés à construire sa défense, sincèrement. Je me suis assise là et j'ai pensé, peut-être qu'il y a eu une fuite. Peut-être qu'elle était petite, qu'elle a paniqué, jeté des choses. Et que l'histoire a grandi en la racontant. Peut-être qu'elle est embarrassée. Peut-être qu'elle voulait trier et ne l'a pas fait. Et maintenant elle est coincée avec une histoire. Je lui ai construit un récit complet, sympathique. Entièrement plausible dans lequel elle était une personne imparfaite qui avait fait une bêtise et avait menti par honte. Et je tiens à préciser que je l'ai fait non pas parce que je suis généreuse. Mais parce que l'alternative exigeait quelque chose de moi. Si elle avait fait une bêtise, je pouvais être triste. Si elle les avait pris, je devais faire quelque chose. Et je n'avais aucune idée de quoi. Et j'avais 40 ans, j'étais fatigué, et je ne voulais pas être une personne qui a un avocat. Je suis rentré chez moi en croyant à environ 60% de ma propre construction. Cela a duré 5 mois, c'est 60%. Cela a survécu à l'attente, aux appels téléphoniques. Et à 4 mois passés à regarder les photos de ma mère sur mon téléphone dans une salle de préparation. Cela n'a pas survécu à une photo mal exposée d'une fête de 40e anniversaire avec 11 cadres en chaîne. Sur le mur derrière. La famille s'est refermée en environ 15 jours, et je veux décrire comment. Parce que ce n'était pas dramatique. J'en ai parlé à 2 personnes, le frère de mon père et un cousin. À la fin du mois. J'ai reçu un appel d'une tante disant qu'elle avait entendu dire que je faisais toute une histoire pour des photos. Que Siv avait été complètement anéanti à propos du grenier. Que nous avions tous perdu des êtres chers, et est-ce que je ne pensais pas que j'étais. Et puis elle a laissé la phrase en suspens, comme les gens le font. Pour que vous deviez la finir vous-même. Faire toute une histoire pour des photos. C'est la phrase dont je n'ai pas pu me défaire pendant 4 mois. Parce que de l'extérieur, c'est exactement, précisément ce que ça semble être. Une femme dans la quarantaine dont la mère est morte il y a 26 ans qui se dispute avec sa demi-sœur. À propos d'une boîte de vieux tirages. Il n'y a aucune version de cela qui ne paraisse pas insignifiante. Et la version qui n'est pas insignifiante, celle qui parle d'accords de licence, de titularité des droits garantis, et d'une marque qui rapportait. Comme je l'ai découvert plus tard, environ 400 000 livres sterling par an. Vous ne pouvez pas l'aborder dans un appel téléphonique avec une tante, car pour y arriver, vous devez parler d'argent. Et au moment où vous parlez d'argent, tout le monde sait ce que vous êtes vraiment. J'ai arrêté d'expliquer vers le mois de février. C'était une erreur et il m'a fallu 6 mois de plus pour la réparer. Les 4 mois qui ont suivi ont été les pires et presque rien ne s'est passé. J'allais au travail. J'apprenais à des élèves de 11 ans à allumer un bec Binsan. Je préparais des titrages et je commandais du permanganate de potassium. Et environ 4 fois par jour. J'ouvrais ce compte sur mon téléphone dans une salle de préparation et je regardais les photos de ma mère avec les phrases de quelqu'un d'autre en dessous. C'est ce que j'ai réellement fait pendant 4 mois. Je le regardais de manière compulsive. Comme on appuie sur un bleu. Il y a une publication de ce mois de janvier que j'ai lue peut-être 200 fois. C'est la fenêtre au-dessus de l'évier.
Et la légende parle des mains de sa grand-mère et de la façon dont la lumière dans cette cuisine n'a pas changé en 40 ans. Ma mère s'est tenue dans cette cuisine pendant 3 mois et a pris 480 photographies parce que la maison allait être vendue et qu'elle voulait enregistrer la lumière avant qu'elle ne disparaisse. Steve n'a jamais été dans ce bâtiment. Il a été vendu en 1995. Elle avait 8 ans et vivait à 200 miles de là avec une mère qui n'avait pas encore rencontré mon père. Il y a une phrase sous une photographie sur Internet, vue par 90 000 personnes, qui décrit le souvenir d'une fillette de 8 ans d'une pièce où elle n'est jamais entrée. Et 1100 personnes ont mis un cœur dessus. J'ai cessé d'être en colère contre le vol quelque part en février et j'ai commencé à être en colère à propos de ça. Et je ne m'en suis jamais complètement remise. La photo de la fête est arrivée en avril, de mon cousin Kit, sans message joint. C'est une photo prise avec un téléphone d'une pièce pleine de gens au 40e anniversaire de Steve. Mauvaise exposition, le bras de quelqu'un dans le coin, et sur le mur derrière eux. Sur 3 rangées, encadrées en chaîne, 11 tirages de Maram 94. La fenêtre au-dessus de l'évier, la planche à pain, le chien. Ma grand-mère dans la cour sous la pluie, accrochée dans une maison en avril. 5 mois après avoir tous été réduits en bouillie dans un jardin. Je me suis assise dans ma cuisine et j'ai regardé cette photo pendant un long moment. Puis j'ai fait ce que j'aurais dû faire 4 ans plus tôt. C'est-à-dire que je suis allé voir un avocat. Il était très bon et il m'a dit quelque chose que je ne voulais pas entendre. Il a dit que la possession était le problème. Il a dit que le droit d'auteur sur les œuvres photographiques non publiées de 1994 subsiste pendant 70 ans après la mort de l'auteur. Ce qui nous amène à 2069, et qu'il m'était revenu par la succession de mon père, et que, selon la loi, j'en étais presque certainement la propriétaire. Et puis il a dit, et comment allez-vous prouver qu'elle ne les a pas prises elle-même? J'ai dit qu'elle avait 14 ans et vivait à 200 miles de là. Vous le savez. Il a dit, prouvez-le. Où sont passés les négatifs? Où est un tirage original dans sa maison? Où est l'appareil photo? Vendu en 2001? Avez-vous un document datant d'avant le début de ce litige qui associe le nom de votre mère et ses images? Et je me suis assise dans ce bureau et j'ai compris la nature de ce qu'elle avait fait. Et à quel point c'était bien mieux que tout ce que je lui avais attribué. Elle n'avait pas caché les photos. Elle avait caché la paternité de l'œuvre. Une paternité, quand l'auteur est mort depuis 26 ans, réside dans exactement 2 types d'objets. Les négatifs et les documents papier. Elle avait les 4 boîtes. Et elle les avait depuis 4 ans. Et elle avait eu tout le temps du monde pour déterminer ce qui comptait. Le devis pour engager une procédure sans preuve documentaire du titre de propriété se situait entre 19 000 livres sterling et 31 000 livres sterling. Je gagne 28 000 livres sterling par an. J'ai d'abord essayé une autre voie. Et cela vaut la peine de la décrire parce que je pense que beaucoup de gens l'essaieraient et que cela ne fonctionne pas. Je suis allé voir les détaillants, les deux, poliment, par écrit. En expliquant que les images qu'ils utilisaient sous licence étaient, je le croyais, la propriété intellectuelle de ma défunte mère et non du concédant de licence. Et en leur demandant de suspendre leur utilisation en attendant une clarification. Le premier n'a pas répondu pendant 6 semaines. Puis m'a envoyé un paragraphe disant qu'ils étaient convaincus que leur concédant avait garanti le titre de propriété et que l'affaire était entre moi et le concédant. Le second a été meilleur. Une femme de leur équipe juridique m'a appelé et a été sincèrement sympathique pendant environ 11 minutes. Puis a expliqué la chose que je n'avais pas comprise. À savoir qu'une garantie est un contrat qui transfère le risque. Ils avaient un document dans lequel Solvay avait promis qu'elle possédait les droits. Ce papier les protège, et il les protège précisément pour qu'il n'ait pas à enquêter. Puis elle a dit, de manière officieuse, et je ne l'ai jamais oublié. Puis-je vous donner un conseil? Ne venez pas nous voir. Dans tous les cas de ce genre que j'ai vu. La personne vient d'abord voir le détaillant parce que cela semble être le point de pression. Et ce n'en est pas un. Nous ne pouvons pas vous aider. Allez trouver votre document. Allez trouver votre document. Je n'avais aucun document. J'avais 11 SMS avec des smiley à la fin demandant de récupérer des boîtes. J'ai trouvé la boîte en fer en juin.
Et je l'ai trouvé parce que j'ai abandonné. C'est la séquence honnête. En juin, j'ai décidé d'arrêter. Et la façon dont j'ai décidé d'arrêter a été de passer en revue les 2 dernières boîtes qui m'étaient parvenues directement. Celles qui n'étaient pas allées dans son grenier parce qu'elles avaient été dans le garage et étaient pleines des papiers fiscaux de mon père. Je jetais des reçus. C'est tout ce que c'était. 2 sacs de reçus d'un homme mort. Et une boîte de Quality Street rouillée au fond de la 2e boîte. À l'intérieur, un livret d'épargne de la Poste, 3 boutons, un bordereau de versement de 1996. Une quarantaine de papiers sans aucune importance, et une facture. Kelbrook Photographic Service, 3 juin 1994. Commande 4471, 14 pellicules, traitement CE41. 2 jeux de tirage 10x15, négatif retourné. Cliente, Monsieur Enright. 61 livres sterling et 40 pennies payés. 14 pellicules. Je suis resté assise sur le sol de mon propre garage sans bouger pendant environ 10 minutes parce que ce n'est pas une preuve. Pas en soi. C'est une facture d'un laboratoire. Et n'importe quel avocat dans le pays vous dirait que cela établit qu'une femme a fait développer 14 pellicules en 1994 et rien d'autre. Mais il y a un numéro de commande dessus. Et un numéro de commande signifie un registre de commande. Kelbrook Photographic a fermé en 2009. J'ai trouvé ça en environ 4 minutes et je suis resté là, me sentant comme une idiote. Ce que j'ai fait ensuite a pris 11 semaines et a consisté presque entièrement à importuner des inconnus. J'ai trouvé l'acte de dissolution de l'entreprise. J'ai trouvé le nom du dernier directeur. J'ai trouvé sa notice nécrologique de 2014. J'ai trouvé une fille grâce à un bulletin de club de golf, de toute chose. Et je lui ai écrit une lettre. Une vraie lettre sur papier parce que je ne pouvais pas imaginer un email qui n'aurait pas l'air insensé. Elle m'a appelé 9 jours plus tard. Son nom est Delphine Kelbrook Osei, et elle a 63 ans. Et son père a dirigé ce laboratoire pendant 31 ans. Et quand il a fermé, elle a mis les registres de commande dans son garage parce qu'elle ne pouvait pas jeter 31 ans de l'écriture de son père. 42 volumes dans un garage depuis 2009. Je veux dire quelque chose sur Delphine Kelbrook Osei parce qu'elle est la seule personne dans tout ce récit qui n'avait absolument rien à y gagner. Elle ne me connaissait pas. Elle n'avait aucun intérêt pour ma mère, ma demi-sœur ou une marque d'articles pour la maison. C'était une femme dans la soixantaine avec 42 registres dans un garage dont sa famille lui disait de se débarrasser depuis 15 ans. Elle a passé, au cours des 4 mois suivants, entre 20 et 30 heures sur cette affaire. Elle a photographié des pages. Elle a fait envoyer par coursier les volumes de 1994 et 1995 à mon avocat, de sa propre suggestion. Et a refusé que je la paie pour cela. Elle a fourni une déclaration de témoin. Elle a proposé à 2 reprises de se présenter au tribunal. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a dit que son père avait été poursuivi une fois par un photographe de mariage pour une confusion en 1987 et avait passé 2 ans à prouver quelque chose avec ses livres. Et qu'il lui avait dit après qu'un registre de commande vaut plus qu'un contrat parce que personne n'écrit jamais dedans en pensant à un tribunal. Et puis elle a dit, il serait très content de ça. C'était un piètre homme d'affaires. Mais un très bon archiviste. Elle est venue à la médiation. Elle s'est assise dans un couloir pendant 5 heures et n'a pas été nécessaire. Et elle n'a pas voulu se faire rembourser ses frais de déplacement. Siv a détruit chaque objet qu'elle pouvait atteindre. 4 boîtes, 14 bandes de négatifs, 11 tirages faits à la main. Un carnet avec une liste de courses dedans. Et tout s'est effondré à cause d'un registre dans le garage d'une inconnue qui avait survécu parce qu'un homme mort en 2009 ne pouvait pas jeter sa propre écriture. Il n'y a aucune version de l'histoire où je trouvais ça. Je l'ai trouvé parce que j'ai écrit une lettre sur papier à une femme que j'avais localisée grâce à un bulletin de club de golf. Et elle m'a rappelé. Elle a dit, quel était le numéro? J'ai dit, 4471, juin 1994. Et j'ai écouté une femme que je n'avais jamais rencontrée traverser un garage. Et il y a eu environ 4 minutes de silence. Et puis elle est revenue au téléphone et a dit, d'accord, je l'ai. Elle l'a lu à haute voix.
4471 3 6e en right MCR 14 PEL. C41 2 jeux STD. Négrette. 61 livres 40. Puis elle a dit, il y a une note dans la marge. Il est dit. Ferme. Faire tout le lot sur le bon papier. Ça doit être l'écriture de papa. J'ai dû poser le téléphone sur la table une seconde parce que ce n'est pas une facture. Une facture est quelque chose que j'aurais pu imprimer chez moi hier. C'est un document commercial de l'époque, en possession continue d'un tiers depuis 1994. Dans l'écriture d'un homme mort, que personne dans cette histoire n'a jamais pu toucher. Et Delphine Kelbrook-Osei a alors prononcé la phrase qui a mis fin à toute l'affaire. Voulez-vous que je vérifie le registre aussi? J'ai dit, quel registre? Et elle a dit, papa s'occupait des dépôts pour ceux qui le voulaient. Il y a un livre. L'enregistrement du droit d'auteur a été déposé en mars 1995 et il couvre toute la série de 1994 ans. Tant que collection non publiée. Je n'en avais aucune idée. Ma mère n'en a jamais parlé à personne, pour autant que je sache. Et elle l'a enregistré 11 mois avant qu'on ne lui diagnostique quoi que ce soit. Donc ce n'était pas une formalité administrative sur son lit de mort. C'était une photographe professionnelle faisant une chose que les photographes professionnels faisaient. Des exemplaires de dépôt ont été déposés avec l'enregistrement. 19 images, format planche contact. 19 photographies de l'été de ma mère dans une collection nationale. Intacte depuis 1995 dans une archive avec un sous-sol climatisé, une salle de lecture. Et un formulaire que vous devez remplir. J'ai envoyé la lettre de mise en demeure en septembre. La réponse de Solvay est arrivée 11 jours plus tard, et elle ne venait pas d'un avocat. Ce qui m'a tout dit sur sa situation. C'était 4 pages, manuscrites. Se racle la gorge, la plupart parlaient de notre père. Une partie parlait des photographies de ma mère étant, dans la famille, et du fait qu'une famille n'est pas une lignée de sang. 2 paragraphes étaient, et je le pense, extrêmement bons. Elle a écrit sur le fait de se tenir dans les escaliers de cette maison à 15 ans. Regardant 11 photographies encadrées et n'étant pas sur 10 d'entre elles. Et elle l'a bien écrit parce que c'est une personne qui est douée pour exactement ça. Et elle avait raison à propos des escaliers. Elle avait complètement raison, et je ne l'ai jamais contesté, et je l'ai dit dans ma réponse. La dernière page disait que si je continuais, elle se défendrait. Qu'elle avait une documentation complète, et qu'elle demanderait le remboursement de ses frais. Puis, 4 jours après, elle a posté une vidéo, un brasero, le soir, ses mains y jetant du papier. Et une légende sur le fait de laisser aller le passé, d'aller de l'avant. Et d'en avoir fini de porter le deuil des autres. 90 000 personnes l'ont vu. 1100 d'entre elles ont laissé des cœurs. Et ce qu'elle avait réellement fait, en public, avec un horodatage. C'était de détruire des documents 4 jours après avoir reçu une mise en demeure qui identifiait spécifiquement ces documents. Mon avocat l'a regardé 2 fois, puis a dit, assez doucement, eh bien, voilà l'affaire. J'ai beaucoup réfléchi à la question de savoir si elle savait depuis le début. Et je connais la réponse car elle est apparue lors de la communication des pièces. Il y a un email dans le dossier daté de 11 semaines avant la mort de mon père. De Sive à un expert d'une maison de vente aux enchères de province. Elle leur avait envoyé 4 scans et demandait ce qu'un ensemble de photographies documentaires inédites des années 1990 d'une ferme pourrait valoir commercialement. Et si la provenance familiale l'affectait? La réponse tient en 3 paragraphes. La plupart n'est pas encourageante. Il dit que le marché pour ce genre de matériel est mince et qu'individuellement, elles valent très peu. Et puis le dernier paragraphe dit ceci. Si l'intention est une licence commerciale plutôt qu'une vente. La question clé est la paternité de l'œuvre. Les photographies de cette période sont très probablement encore sous droit d'auteur et peuvent être enregistrées. Je conseillerais vivement de vérifier qui détient les droits avant toute utilisation commerciale. Je conseillerais vivement de vérifier qui détient les droits. Elle avait ça dans sa boîte de réception 11 semaines avant la mort de mon père. Avant même que les boîtes n'aillent dans son grenier, avant qu'elle ne propose son aide. Elle n'a pas vérifié. Elle a fait l'exact opposé de la vérification.
Elle a pris possession de chaque objet qui aurait pu répondre à la question. Les a gardés pendant 4 ans, puis a détruit ceux qui comptaient. C'est cet email qui l'a poussé à un accord, pas le Brasero. Le Brasero a constitué le dossier. Mais l'email était la raison pour laquelle son avocat lui a dit d'arrêter. Parce que je pensais qu'elles étaient à moi, est une défense. C'est même une assez bonne défense. Dans une famille recomposée avec un père décédé et sans paperasse. Elle n'est plus disponible dès que quelqu'un peut vous montrer qu'on vous a dit de vérifier. Par écrit, par un professionnel, avant même qu'on vous ait donné les boîtes. Elle a conclu un accord en mars. 46 000 livres sterling payables sur 6 ans, les 2 licences annulées, la marque retirée. Un engagement de ne jamais reproduire aucune image de la série de 1994. Et un calendrier de destruction. Pas d'excuses. Il n'y aurait jamais d'excuses. Et j'ai arrêté d'en vouloir une quelque part autour de la 2e boîte de reçus. Cela ne m'a pas rendu riche. Après les frais, je suis à environ 11 000 livres sterling de plus sur 6 ans. Ce qui correspond à peu près à ce qu'un technicien de laboratoire gagne en 3 mois. Et j'en ai dépensé une bonne partie en encadrement. Les 19 exemplaires de dépôt sont arrivés dans une boîte d'archives grise. Ils sont petits, de la taille d'une planche contact, la plupart d'environ 8 cm. Et ce sont ceux qu'un photographe professionnel envoie à un registre. Ce qui signifie que ce ne sont pas les 19 meilleurs. Personne ne choisit ses meilleurs pour un formulaire. Le numéro 9 est la fenêtre au-dessus de l'évier vers 4 heures de l'après-midi. Et elle est légèrement floue dans les coins. Le numéro 14 est ma grand-mère dans la cour sous la pluie et son visage est détourné. Le numéro 3 représente les propres mains de ma mère sur une planche à pain avec la cicatrice de brûlure visible. Ce qui signifie qu'elle l'a prise elle-même à bout de bras avec un déclencheur à câble dans une cuisine le 3 juin 1994. Sans autre raison que de penser que quelqu'un devait le faire. Le numéro 3 est celui qui était sur la carte de présentation dans le magasin d'articles. Ménager. J'ai les deux maintenant, côte à côte dans la même pièce. Le tirage contact de 8 cm que ma mère a envoyé à un registre en 1995 et la carte A5 que j'ai prise d'une étagère. Mise dans mon sac, et que je n'ai jamais payée. C'est la même photographie. L'une ne dit absolument rien parce qu'un exemplaire de dépôt n'a pas de légende. L'autre dit, des archives de la famille Brandt. 19 sur environ 480 clichés sur 14 pellicules. C'est ce que j'ai. C'est le but de toute cette histoire. Siv et moi ne nous sommes pas parlé depuis la médiation, et je ne m'attends pas à lui reparler. 2 de mes cousins ne me parlent plus. Et ma tante envoie une carte à Noël sans rien d'écrit dedans. La version de la famille est maintenant établie, et j'ai cessé d'essayer de la changer. Dans cette version, j'ai poursuivi ma propre demi-sœur pour des photographies et j'ai pris 46 000 livres sterling à une femme avec 2 enfants. Chaque mot de cela est vrai. Les 19 sont sur le mur de ma chambre d'amis, en grille. Dans des cadres noirs bon marché parce que les bons coûtaient 400 livres sterling et que je n'ai pas pu me résoudre à les acheter. Je ne les regarde pas aussi souvent que je le pensais. Ce que je fais la plupart des jours, c'est passer devant la porte et constater qu'elles sont là. 19 petits rectangles gris sur un mur dans une maison où elle n'est jamais venue. Dans une pièce où elle ne s'est jamais tenue. Elle aurait détesté l'encadrement. Elle aurait dit quelque chose sur les passe-partout. Je donnerais les 46 000 livres sterling pour l'entendre dire.